Bonjour et bienvenue. Cet événement est enregistré, alors je vous demanderai de bien éteindre vos cellulaires. Merci. Mon nom est Louise Houle et je suis coordonnatrice de Migraine Québec. Migraine Québec est un organisme à but non lucratif fondé en 2014 par Dr. Elisabeth Leroux en collaboration avec moi-même et Dr. Heather Pym. Nous offrons une panoplie de services, y compris des groupes d'entraide, des conférences comme celle-ci, des ateliers et des cours. Nous avons le grand plaisir d'accueillir cet après-midi notre conférencière et chère collaboratrice, Dr. Elisabeth Leroux. Dr. Leroux est neurologue, présidente de la Société canadienne des céphalées, ainsi que présidente et fondatrice de Migraine Canada. Elle a publié un livre sur la migraine disponible en français et en anglais, La migraine au-delà du mal de tête. Après 7 ans de pratique au CHUM, elle a dirigé pendant 2 ans le programme des céphalées de l'Université de Calgary. Elle est maintenant de retour à Montréal, on est très contents, et elle reprendra bientôt, probablement en début de l'année 2020, sa pratique. Nous vous tiendrons au courant sûrement. Sans plus tarder, je vous présente Dr. Leroux. Alors bonjour tout le monde, je suis vraiment heureuse d'être de retour dans cette belle grande bibliothèque de Montréal, au Québec, d'où je viens, parce que j'ai passé 2 ans en Alberta et je peux vous confirmer que c'est différent du Québec. Pour plusieurs raisons, donc j'ai appris beaucoup et ça me fait plaisir de continuer la collaboration avec Migraine Québec parce que quand on a parti cette association-là, il y avait Migraine Zéro qui était le groupe pour les patients, mais je pense que là, ça grandit puis on espère offrir des services qui vont rendre service aux gens et qui vont répondre à des besoins que les médecins peut-être sont pas en mesure de combler et surtout il y a beaucoup de gens qui sont pas capables encore de voir des médecins ou quand vous voyez un médecin des fois c'est pas toujours un grand expert des maux de tête. Alors je pense que Migraine Québec joue un rôle important puis je suis heureuse de vous voir ici. Je suis aussi heureuse que maintenant grâce à nos avancées technologiques et à l'aide de Jonathan Guy ici sa compagnie 3A Logique, on est maintenant capable de diffuser nos conférences en ligne pour les gens qui ne sont pas à Montréal, parce qu'on a un gros territoire. Hein, alors voilà, donc si vous êtes au Nunavut, vous pouvez quand même nous voir. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui était un peu naturel parce le cannabis, on peut dire, a été un sujet d'intérêt médiatique très, très important cette année. Et le thème, le titre, j'ai titré ça, je voulais pas appeler ça « Cannabis, le grand miracle » ou « Cannabis, le danger ». J'ai appelé ça « Espoir réaliste ou fausse promesse » pour essayer de donner un éclairage neutre sur c'est vieux comme le monde, mais cette option qui, maintenant que le cannabis est légal au Canada, mais ça devient vraiment quelque chose de plus accessible. Pas que c'était pas du tout accessible avant, mais c'est plus simple maintenant pour les gens d'y avoir accès. Alors la grande question, c'est est-ce que si vous avez des maux de tête, des migraines, des céphalées post-traumatiques, est-ce que je devrais essayer le cannabis pour traiter mes migraines? On peut dire que c'est ça la question. Mais en fait, je vais me permettre maintenant qu'on parle d'une substance. Je vais me permettre de demander dans la salle qui a déjà essayé à ce jour un produit du cannabis médical ou du cannabis normal, là, récréatif pour traiter des céphalées. Veuillez lever la main si vous le souhaitez partager avec nous. Parfait. Maintenant, gardez vos mains en l'air. Juste 2 secondes. Donc ici, gardez votre main en l'air si vous avez conservé le cannabis comme un outil thérapeutique utile. Ceux qui ont trouvé ça inutile, veuillez descendre votre main. OK. Donc, on voit qu'il y a... Parfait, merci. Vous pouvez descendre les mains les autres. Donc, on voit qu'il y a des gens que ça a aidé, puis on voit que c'est des gens que ça n'a pas aidé. Maintenant, je vais poser une autre question. Qui dans la salle serait curieux ou intéressé d'essayer un produit cannabinoïde pour traiter les maux de tête? Vous pouvez lever la main. Pas mal le reste du monde. Bon, parfait. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de cannabis. Je vais peut-être à la fin, on va avoir une période de questions et de discussions, puis je vais inviter les témoignages des gens qui ont essayé pour nous dire un peu comment ça s'est passé. Parce que moi, en toute honnêteté, d'abord, je n'ai pas d'expérience de prescription du cannabis, que ce soit médical ou récréatif. Ça n'a jamais vraiment, pas parce que j'ai été opposée, juste parce que c'était très compliqué quand c'était illégal de remplir les formulaires de Santé Canada.
Et en ce moment, à cause de l'explosion des produits, les produits de cannabinoïdes sont surtout dans des cliniques qui sont spécialisées. Alors là, on va parler puis du CBD, puis des produits. Vous allez voir, c'est tout un univers. C'est comme chercher une bouteille de vin à la SAQ. Parce que le monde du cannabis, en fait, là, moi, d'un point de vue social, ça me fascine parce qu'on est... Là, vous voyez vraiment deux visions très différentes de la plante. Là. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est la récolte du diable qui va poser nos enfants, nos jeunes enfants, ici, une jeune dame, à la dégradation, au vice, à l'insanité. Et donc, c'est la fumée de l'enfer. Bon, là, on est rendu maintenant à que ça ne devrait pas être un crime pour les patients de tenter de se traiter avec quelque chose d'aussi efficace et d'aussi sécuritaire. Alors, on peut dire qu'on a changé notre vision pas mal. Une autre chose aussi qui est intéressante par rapport au cannabis, c'est vous savez qu'en migraine, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il y a beaucoup de gens sur Internet ou partout qui font des promesses de cure miracle. Okay? Et ça, ben, c'est normal parce qu'il y a des gens qui souffrent, donc forcément, quelqu'un va essayer d'offrir une promesse, souvent avec des bonnes intentions. Mais je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, s'il y avait, c'est comme les recettes pour perdre du poids, s'il y avait une recette facile, on le saurait. Et donc, il n'y a pas de cause unique à la migraine. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et il n'y a pas non plus de traitement miracle unique. Et ça, je pense que c'est la règle d'or du monde de la migraine, c'est chacun doit se traiter puis avec différentes combinaisons. Alors ça, ici, c'est les red flags of quackery. Donc, c'est quand les gens vous proposent ou vous promettent des solutions absolues et miraculeuses. Ça devrait éveiller. Puis ça, je pense que c'est un des enseignements de Migraine Québec, d'adapter à chacun et d'exercer son esprit scientifique. Si vous avez suivi les médias récemment, vous avez entendu parler de la vitamine C pour le cancer du sein, puis toutes ces histoires-là. Donc, c'est tout l'affrontement entre la science puis la pseudo-science. Et moi, comme médecin, comme les médecins en général, on est vraiment très loin de la perfection, mais c'est dur pour nous, des fois, de questionner la pseudo-science, parce que des fois, les gens nous arrivent avec une vision très établie. Alors, j'aime bien cette citation d'Einstein, supposément, qui dit, « j'ai pas de talent particulier, je suis seulement très curieux. » La pseudoscience, la différence entre la science et la pseudoscience, là, c'est la science, c'est regarder les faits puis tirer une conclusion. La pseudoscience, c'est avoir une conclusion puis chercher les faits qui la prouvent. Donc moi, aujourd'hui, là, je vous propose de voyager dans l'univers du cannabis en posant les questions de base que toute personne malade ou toute personne qui veut se renseigner sur un traitement devrait poser, quelle que soit la technique, que ce soit un oreiller, que ce soit une injection, que ce soit une plante, qu'est-ce que ça fait ça sur le cerveau ou sur le corps? Est-ce qu'on a des preuves d'efficacité et quelle est la sécurité de ce produit ou de cette technique? Big Pharma, ben, tout ça, c'est comme très, très régulé, mais dans certains autres univers, c'est plus difficile. Fait qu'en introduction, je vais faire quelques commentaires là-dessus, puis après, on va plonger dans le monde du cannabis. Est-ce que je parle trop rapidement? OK. Si j'accélère, je vais essayer de ralentir. J'ai une tendance à... Puis là, ça fait 2 ans que je me force à parler anglais. Donc là, dans ma langue naturelle, c'est comme si j'ai un speed là, qui... Voilà. Donc, les faits doivent soutenir la théorie. Donc, si le cannabis peut traiter les migraines, il faut qu'on soit capable de dire pourquoi ça marcherait, cette affaire-là. Je vais vous donner quelques exemples. OK? D'abord, je vais vous parler un peu du facteur 7. C'est une affaire qui n'a rien à faire avec les migraines, juste pour vous dire que le facteur 7, c'est un procoagulant, pardon, c'est pas anticoagulant, c'est procoagulant. Donc, c'était évident que ça pourrait traiter les hémorragies cérébrales. La rationnelle scientifique était béton, asphalte, acier trempé. Ils ont fait l'étude, puis ils ont montré que ça faisait rien pantoute. OK? Donc, ça ne veut pas dire, parce qu'on a quelque chose qui fait du sens, que ça va marcher. Puis ça, en médecine, on a beaucoup de listes. Ensuite, on a l'histoire du Botox. Ça, c'est la charrue avant les bœufs. OK? Ça, c'est... On voit des madames qui en ont pour du cosmétique, puis ils rapportent de façon inattendue à Allergan, la compagnie, que leurs migraines vont mieux. Personne ne sait pourquoi, mais l'histoire est tellement répétée qu'on finit par faire des études, on montre que ça marche. Puis là, les scientifiques se grattent la tête, puis là, font des études, puis disent « Ah, c'est pour ça que ça marche ». Donc, le Botox, ça a été, on observe quelque chose, puis on essaie de comprendre pourquoi ça marche. Donc ça, c'était l'histoire du Botox. Puis je peux vous dire que quand le Botox est arrivé, mes collègues neurologues, ils étaient sceptiques pour dire le moindre, OK? Parce que pourquoi le Botox fonctionnerait? Ça n'a pas de bon sens, tu n'as pas de rationnel. Donc, même entre nous autres, des fois, on se chicane un peu.
Après ça, ben, on a les pilules préventives, Elavil, Topamax, Neurontin, propanolol. Quelle preuve a-t-on que ça devrait aider les migraines? La réponse, en gros, 0 puis une barre. OK? Pourquoi? Parce que c'est encore des choses qu'on a trouvées un peu par hasard. Puis on peut toujours s'en tirer en disant, bien, le Topamax, ça joue sur le cerveau, fait que ça devrait aider les migraines, mais vous et moi, on s'entend que c'est une hypothèse un peu approximative. Après, vous avez des choses comme le piercing de l'oreille. On en a entendu parler du piercing de l'oreille. Ça disent, nous savons que ça stimule le système parasympathique, le système de la relaxation. Nous n'avons aucune évidence de ça, mais genre 0. OK? Donc, mais ça serait le fun si ça faisait ça, mais ça ne le fait pas. Alors, donc c'est facile d'utiliser des arguments pour essayer de vendre des traitements, mais il faut quand même qu'il y ait une preuve. Alors, soyons prudents avec les faits que nous utilisons. Ensuite, l'efficacité. Ben là, tout le monde connaît l'effet placebo. OK? Mais je ne sais pas si vous êtes conscient de la puissance de cet effet-là en douleur et en migraine. C'est au point, donc ça, c'est une méta-analyse, ça veut dire un gros paquet d'études mis ensemble, qui donne les effets placebo dans les études de migraine en prévention. Si vous donnez une pilule de sucre à un migraineux, 20% va s'améliorer de 50%. Ça, c'est 1 sur 5. Ça veut dire que l'homéopathie, ça va aider 20% du monde. Et c'est bien correct, OK? C'est juste, il faut le savoir. Après ça, l'acupuncture, presque 40%, c'est de l'effet placebo. Puis si vous faites une opération, comme les chirurgies qu'ils font aux États-Unis, OK, ça coûte 30 000 $, puis on miracle, on gère 80-15% des migraines. Ça, c'est pas vrai, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est du scam, là. Ils ont 57% de placebo de réponse. Fait qu'il faut garder ça en tête. Il faut savoir si vous voulez payer pour, première affaire, puis est-ce qu'il y a des risques au traitement. L'autre affaire, c'est que la migraine, ça va de même. Hein? Fait que, donc, c'est sûr que des fois, il y a un effet placebo, ça c'est le cerveau, mais des fois, la migraine est juste appelée à s'améliorer. Ceux d'entre vous qui ont des migraines de l'enfer depuis 20 ans non-stop, on sait qu'ils ne s'améliorent pas naturellement. Donc, c'est sûr que là, il faut en prendre puis en laisser. Donc, l'efficacité, il faut être prudent quand on observe ça. Ensuite, les bons vieux effets secondaires. Qui ici a déjà eu des effets secondaires de médicaments pour les migraines? Bon, pas mal tout le monde, hein? Donc, nous savons que nos médicaments sont insatisfaisants, OK? Puis les médecins, c'est sûr qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais quand vous revenez avec l'Elavil ou le Nadolol ou le Topamax ou quoi que ce soit qu'on vous donne, puis là, vous revenez en disant « j'ai eu des effets secondaires », c'est sûr que le médecin n'est pas content, mais c'est pas de sa faute, c'est pas de la vôtre, c'est juste ces pilules-là font des effets secondaires. Puis si vous avez le cancer, OK, vous êtes prêt à vomir pendant 6 mois pour vivre. Mais si vous avez la migraine puis vous devez aller travailler, ça marche pas, vomir ou pas avoir votre tête. Donc ça, nous, on en est conscient, puis il faut être très conscient de ça. Il faut savoir aussi que les produits naturels ne sont pas nécessairement sécuritaires. Ça, on va parler de la sécurité de la Marie, là. Parce que les poisons les plus puissants sont des venins et des poisons naturels des plantes. Si vous voulez tuer quelqu'un à date, là, c'est idéal, là, vous mettez un peu de curare, la personne partie, là, OK? Fait que naturel, pour moi, c'est pas sécuritaire. Il faut être prudent avec ça. Il y a aussi l'effet nocebo, ça c'est le dark cousin, le cousin opposé de l'effet placebo. C'est quand tu donnes du sucre à quelqu'un, puis là, la personne a des effets secondaires. Devient étourdie, engourdie, mal à la tête, crampe, tout ce que vous voulez, alouette. Et c'est très puissant aussi. Il y a des gens qui ont ça avec tout. OK? Puis il y a des gens qui sont vraiment sensibles. Comment faire la différence, c'est pas facile. OK. Alors là, on a parlé de comment évaluer les traitements. Donc ça, c'est une introduction. Pas rendu au cannabis encore, on y arrive. Donc, on va parler du système endocannabinoïde, on va parler de la plante, qu'est-ce qu'il y a dedans, le THC, le CBD. On va parler des évidences qu'on a pour l'efficacité, les risques, puis après ça, on va conclure. Qu'est-ce que moi, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui qui me demande, Docteur Leroux, je penserais essayer du cannabis pour mes migraines, est-ce que je devrais l'essayer? C'est un peu ça que je pense la moitié de la salle veut savoir aujourd'hui. OK. La présentation que je vous fais là, moi, je partais d'un gros zéro du plancher sous-sol. Je prescrivais pas de cannabis, j'en consommais pas. Je dirais pas que j'en ai jamais consommé, mais pas souvent. Puis, je connaissais vraiment pas ça, là. OK? C'était pas mon monde. J'ai eu une demande de Harvard pour aller présenter sur le cannabis. OK? Quand tu vas à Harvard, il ne faut pas que tu aies l'air d'un imbécile. OK? Fait que là, je me suis dit, tu as intérêt à lire parce que ils m'ont demandé parce que j'étais canadienne.
Alors, ben, tu sais, le médecin Canada, cannabis légal, peux-tu venir nous en parler? Tu sais, par définition, j'étais une experte. Donc là, j'ai dû prétendre que j'étais experte, puis accepter, puis dire oui, oui, oui. Et je suis partie du niveau de base. Alors, moi, j'avais ces 4 mots-là dans la tête. THC, CBD, Sativa, puis Indica. Je partais de là, OK? Donc, on va explorer, vous les avez vus, ces mots-là, déjà. J'imagine même ceux qui l'ont essayé, on a dû vous en parler, de tout ça. OK. Fait que si on veut comprendre comment le cannabis fonctionne, il faut juste se rappeler comment le cerveau fonctionne. Là, je vais faire une petite analogie. On a neurone 1, neurone 2. OK? Ils se parlent. Entre les deux, on a ce qu'on appelle une synapse, une frontière. OK? Fait qu'en général, ce qui arrive, c'est que le neurone 1 décide d'envoyer un influx électrique, puis il va relâcher des transmetteurs, des modulateurs au neurone 2. Puis là, le neurone 2, il va faire quelque chose. En général, il va déclencher d'autres affaires. C'est comme ça que ça marche. La base, c'est la chimie puis l'électricité. Ça, c'est vraiment la version simple de comment le neurone fonctionne. Êtes-vous prêts pour la version compliquée? OK. Fait que si ça vous tente un jour, là, moi, le soir, des fois, je dis ça pour me distraire. C'est très compliqué un neurone. Fait que ça, c'est comme un dictateur qui prend une décision tout seul par lui-même puis il dit « moi, je fais ça, that's it ». Ça, c'est comme un système de parti politique. Fait que vous avez comme plein d'influenceurs, de lobbyistes, de gens, d'activistes. Puis là, tout ça décide si le neurone 1 va parler au neurone 2. C'est ça que ça fait, un neurone. OK. Alors, le système cannabinoïde, en gros, c'est un système d'abord qui est très ancien, il est présent chez les animaux, c'est une affaire animale, et ça fait relaxer, manger, oublier, dormir, puis ça protège, ça veut dire que ça nous protège contre les choses comme le système post-traumatique, OK, contre les mauvais souvenirs. Alors, c'est un système qui est dans le cerveau, mais qui est aussi dans le reste du corps. Donc, moi, je me concentre sur le cerveau aujourd'hui, mais ça joue sur ce qu'on appelle l'homéostasie. Vous savez que les médecins aiment ça parler grec pour que personne les comprenne. OK? Homéostasie, ça veut dire la balance interne du corps. Donc, vous voyez ici qu'il y a plein de choses reliées au système endocannabinoïde. On ne va pas parler de tout ça aujourd'hui, mais ce système-là, son rôle, c'est mettre le corps dans un état stone un petit peu. OK? Donc, la plante cannabis fait ça, elle stimule notre système à nous. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, mais juste pour vous dire qu'on parlait de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs que vous connaissez, sérotonine peut-être, dépression, migraine, dopamine, addiction. Et là, on a anandamide et 2-AG. Ça, c'est nos cannabinoïdes à nous, naturels, qu'on a dans notre corps. OK? Puis donc, ils sont là, ils sont présents. Maintenant, ça, c'est la clé du système endocannabinoïde, que moi, je ne savais pas, mais là je l'ai compris, ça m'a pris du temps. C'est que je vous ai parlé de neurone 1 par la neurone 2. C'est comme ça que ça marche le cerveau. Électricité, transmetteur, fait quelque chose, action. Alors, le système endocannabinoïde n'a pas son propre système. C'est un régulateur de tous les autres systèmes. Ça veut dire que dans le neurone 2, il y a les cannabinoïdes. Puis quand il y a bien du courant qui passe, là, ben, le neurone 2, il dit OK. Puis là, il envoie ces fameux petits ligands, puis il va calmer neurone 1 un petit peu. C'est un modulateur de synapse. En anglais, ils disent un breaker synaptique. Là, je parle neurologie, là, mais c'est juste pour que vous compreniez que le système cannabinoïde, ils disent en anglais Jack of all trades, master of none. OK? C'est quelque chose qui joue sur tout, mais qui domine rien. Donc, ça module un paquet de systèmes dans notre corps, mais c'est pas comme la sérotonine ou la dopamine qui ont leur propre réseau. Fait que les cannabinoïdes, ils sont un peu partout, mais leur activité varie constamment en fonction de comment les synapses roulent. OK? Et non seulement ça, mais ils sont partout dans le cerveau. Donc là, vous voyez des exemples. Donc, ces fameux breakers synaptiques, ils sont là dans l'hypothalamus. Vous connaissez les munchies, ceux d'entre vous qui ont déjà pris de la marie récréative. Ils jouent sur les systèmes de dopamine, motivation et récompense. Ils jouent dans l'amygdale, l'émotion, la peur, la paranoïa, les bad trips. Hein, s'il y en a qui prennent des fois du pot qui n'est pas trop dosé puis qui réagissent mal. La mémoire, la douleur, la nausée, hein, et la coordination. Donc, quelqu'un qui a fumé beaucoup de marie, évidemment, si vous lui faites faire un test de coordination, il ne va pas scorer très haut. Et après, vous avez les mouvements, les réflexes ralentis et les fonctions mentales supérieures qui font penser et jugement altéré. Donc, la marijuana, le cannabis, ça joue sur plusieurs zones du cerveau.
Là, je vous rassure tout de suite, toute la présentation n'est pas comme ça, on arrive à la fin de cette portion scientifique. Alors, ma conclusion sur le système endocannabinoïde, en réponse à notre question, qu'est-ce que le cannabis fait sur notre cerveau? Bien, en fait, ce système-là, endocannabinoïde, d'abord, ça module plusieurs transmetteurs. Ce n'est pas comme un neurotransmetteur comme les autres. Il est actif même dans d'autres organes de notre corps. Il est constamment en interaction de modulation et d'adaptation. Et ça fait en sorte que, oui, si on modulait ce système-là, il y a un potentiel thérapeutique, mais on va dire difficile à prédire, difficile à manier, difficile à ajuster, parce que lui aussi, il s'ajuste tout le temps. Okay? C'est assez complexe. Et donc, au long cours, bien, est-ce qu'en jouant là-dessus, est-ce qu'il y a des risques pour notre corps? Parce que si vous venez tout moduler ce système très important-là, qu'est-ce que ça fait, ça, après 6 mois, après 1 an, après... Alors, faut pas l'oublier. Alors, ça, c'est pour le système endocannabinoïde. Maintenant, on va parler de la plante cannabis. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'on utilise des plantes pour traiter des migraines. Okay? Donc ça, c'est une vieille diapo que j'avais d'une présentation dans le temps où le Cambia est sorti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez Cambia, la petite poudre, là, c'est pour traiter les crises. Et là, j'avais revu un peu les traitements pour les crises. Donc, l'utilisation des plantes, tu sais, les narcotiques, ça vient bien de la morphine, c'est du pavot. Hein? Les ergots, ça vient d'un champignon, c'est-à-dire les triptans viennent de l'ergot de seigle, c'est un champignon. Vous le voyez, c'est le petit truc noir là, qui pousse sur le seigle. L'acétaminophène, Tylenol, ça vient d'une écorce. Et l'aspirine, ça vient de l'écorce de saule blanc. Donc, s'il y en a parmi vous qui prennent des fois des produits où il y a du white willow, là, si vous êtes allergique à l'aspirine, tenez-vous loin de ça, c'est la même chose. Alors, c'est pas nouveau qu'on utilise les plantes pour traiter les migraines. OK, fait que parlons du cannabis maintenant. Donc, les phytocannabinoïdes, c'est les plantes. Phyto, ça veut juste dire plante. Donc, la plante qui pousse dans la nature. Quand on parle de sativa et d'indica, c'est des souches. Okay? Donc là, c'est comme les races de chiens, les races de plantes, les races de toutes. Vous avez les sativa et indica, vous avez plein de souches, mais en gros, c'est des grandes familles de cannabis. Ils ont l'air un peu différents. Une fois séchés, mis en boule, très honnêtement, moi, je ne reconnais pas l'un de l'autre, mais les experts dans les cliniques, ils sont capables. Donc, vous avez sativa indica, le petit cousin ruderalis, là, on ne l'utilise pas en thérapeutique. Mais ça ne s'arrête pas là. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait des recherches sur le cannabis, moi, j'ai trouvé ça hilarant. 100 souches de cannabis to try before you die. OK? Donc, c'est comme je vous dis, c'est comme le vin à la SAQ, là. Puis maintenant que c'est légal, peut-être vous avez investigué ça, il y a des coffrets de dégustation. Avez-vous vu ça? C'est fascinant. C'est tout marketé là, pour faire une soirée avec vos amis, là, quand ils visent les baby boomers. Là. Puis là, ils disent, OK, là, vous voulez passer une bonne soirée, vous avez des joints de dégustation parce que c'est comme les cigares, ça goûte différent, tout ça. Alors, vous avez des noms ésotériques comme Lamb's Bread, le pain de l'agneau, Laughing Buddha, bon, c'est le Bouddha qui rit, Red Panama, Purple Haze, évidemment, la toune de Hendrix. Écoutez, ça finit plus là. Tout ça est censé avoir un contenu différent. Fait que quand on dit cannabis, moi, je dis Tylenol. Tylenol, c'est acétaminophène. C'est une molécule mixée avec des produits neutres, puis il y a juste ça dedans, puis il y en a 325 mg, that's it. Si vous dites, moi, je veux du cannabis pour mes migraines, vous devez comprendre que THC et CBD, ça, c'est la simplification qu'on vous donne quand on vous le vend. Il y a 90 autres produits de cannabinoïdes dans la plante cannabis, avec des noms exotiques comme cannabigérol, cannabichromène, cannabidivarine, bon. Et non seulement ça, il y a des terpènes et des flavonoïdes. Ça, c'est des produits chimiques qu'il y a dans la nature. Je vais vous en montrer quelques exemples. Les terpènes, c'est ça qui donne l'arôme du cannabis. Okay? Donc, les gens qui font de la dégustation. Mais les terpènes, les produits chimiques, on pense qu'ils jouent un rôle dans l'effet du THC puis du CBD. Ça veut dire qu'on a des cannabinoïdes qui existent dans les hôpitaux, ça s'appelle du sésamètre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça, du sésamètre. C'est du nabilone. C'est un truc qui joue sur le système, notre système à nous, endocannabinoïdes. Ça, c'est pur, ça. Mais moi, j'ai plein de patients, je leur ai donné du sésamètre, puis ils me disent, ton affaire, là, ça marche pas pantoute, mon joint, il marche, lui. Mais la raison pour ça, c'est parce que tu as tout le mix de terpènes et de cannabinoïdes. Donc, est-ce que le fait d'avoir un produit pur médicamenteux, c'est mieux? La réponse, c'est pas nécessairement. C'est juste que ça, c'est comme la jungle. OK? Donc, quand vous allez voir une clinique de souche,
Ils vont vous dire combien il y a de THC, combien il y a de CBD en théorie. Je vais vous montrer un petit peu. Puis là, ils vont vous parler de terpènes. Là. Puis là, il y en a pour les fous et les fins. Alors, je vous donne des exemples de terpènes. Le limonène, il y en a dans le citron. La pinène, il y en a dans le pain. Le myrcène, il y en a dans le houblon, dans la bière. C'est ça qui donne le goût. La lavande, le linalool. Alors, il y en a plein. Donc, ça c'est dans la nature. Nous, on vient de la nature. Tous nos gènes, vous savez qu'on partage les gènes avec le blé. Hein? Saviez-vous ça qu'on a des gènes en commun avec les plantes? Saviez-vous ça que les plantes ont plus de gènes que nous? Elles ne sont pas plus intelligentes en théorie, parce que des fois, nous, on a l'air un peu nono, là, mais on partage des gènes avec les plantes. Hein? Alors, donc, c'est ça. Toutes ces choses-là sont actives sur notre corps. OK, parlons du THC. Le THC, là, on a compris notre système humain de cannabis via le THC. Fait qu'avant, on ne connaissait pas anandamide et 2-AG avant de connaître THC. On l'a découvert grâce à THC. Alors, le THC, ça joue sur les récepteurs de CB1, CB2 dans notre système à nous. C'est ça que ça fait. Mais ça joue aussi sur nos récepteurs opioïdes. Ça, c'est intéressant parce que les récepteurs opioïdes, vous les connaissez, on les utilise pour calmer la douleur, mais ça fait des belles choses perverses comme des céphalées médicamenteuses. OK? Fait qu'il faut faire attention avec ça. THC simple. CBD maintenant. Hein? Alors, qui a déjà utilisé des gummies, de la crème, du gel de CBD, des gouttes de CBD, de l'huile de CBD? Il y a de l'huile, chez mon coiffeur, il y a du gel de CBD pour les cheveux, pour vous dire. Les vétérinaires, ils ont de l'huile de CBD pour les chats parce que ça les calme. Ça, c'est ce que le CBD fait. OK? Je ne vous demande pas de lire tout ça, mais juste pour vous dire que ça joue sur pas mal de récepteurs dans notre cerveau et ça ne joue pas sur nos récepteurs cannabinoïdes. Donc, le cannabinoïde de point de vue chimique. Ça module, OK, mais ça joue. Puis là, si vous dites TRPV1, savez-vous c'est quoi? C'est ce qui réagit au piment de Cayenne. OK? Ça, c'est pas bon pour la migraine. Je vous le dis tout de suite. Avez-vous déjà essayé d'inhaler de la Cayenne, là? Ça va pas bon, ça. Fait que TRPV1, pas bon. TRPA1, déclencheur de migraine. Fumée, pollution, fumée de cigarette, ceux d'entre vous. TRPA1, c'est ça que ça fait. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est pas clair, OK? Mais si moi, je regarde ça, je trouve que c'est un cocktail chimique assez compliqué. Mais l'OX, un inhibiteur LOX, je sais que vous savez pas c'est quoi, mais ça joue sur les anti-inflammatoires. Pourquoi je vous montre ça, là? C'est compliqué. C'est juste pour vous dire que le CBD, là, il essaie de vous dire c'est simple. La réponse, ce n'est pas simple. OK? Et ce n'est pas un cannabinoïde simple. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut juste dire que ça fait un paquet d'affaires. Alors ça, c'est un petit graphique encore là compliqué, mais juste pour vous montrer, le bleu, c'est le CBD. Donc, le pot en théorie, si on prend une théorie puis on dit le CBD pourrait traiter l'anxiété, l'épilepsie, ça pourrait être vasorelaxant, ça pourrait être antispasmodique, ça pourrait traiter les vaisseaux, ça pourrait être Jack of all trades, master of none. Ça joue sur tout, mais qu'est-ce que ça fait exactement? Pas clair. OK. L'autre affaire, donc là, j'ai déjà passé un petit commentaire sur les plantes versus les médicaments. OK? Donc, médicaments, c'est régulé par Santé Canada. Ils font une bonne job, c'est leur responsabilité de s'assurer que quand vous achetez un triptan, sumatriptan, c'est ça qu'il y a dans la molécule. C'est régulé, c'est dosé, ils contrôlent les représentants de pharmacie. Quand vous achetez du cannabis, là, ce n'est pas régulé par Santé Canada, ce n'est pas un médicament encore. OK? Donc, est-ce que vous allez me dire, oui, mais la compagnie, quand même, ils ne vont pas vendre quelque chose qui n'a pas dedans? Oh boy! Est-ce que vous savez que dans les vitamines, souvent, vous achetez de la vitamine, puis si vous le faites expertiser dans le laboratoire, il n'y en a pas dedans. OK? Ou il y en a la moitié de la dose, ou c'est mixé avec autre chose. Les produits que vous achetez de tablettes sans prescription ne sont pas régulés par les mêmes normes. Ça ne veut pas dire que c'est tout pas bon. C'est juste qu'il faut être prudent. OK? Fait que pas de régulation, plusieurs ingrédients actifs, puis pharmacologie complexe. Donc, j'essaie juste de dire que cannabis, c'est pas un produit actif. C'est une plante qui contient 150 produits actifs. Et là, juste pour vous dire, ils ont pris du cannabis médical en Italie, OK? Des trucs qui étaient censés être régulés. Ils l'ont fait analyser par des laboratoires, puis ils ont réalisé que, en fait, le contenu n'était pas du tout, ou pas toujours, ce qui était censé être. Et ça menait que des patients avaient payé pour des produits de cannabis médical et avaient des doses qui n'étaient pas suffisantes. Donc, il faut être prudent, puis il faut juste être conscient que cette industrie-là est en croissance.
et que ce qu'on vous vend n'est pas nécessaire. Si je dis pas ça, c'est juste pour dire, il faut se rappeler de ça. Donc, le cannabis médical, c'est une industrie qui va se développer et c'est important parce que si c'est médical, ça va être remboursé. Hein? Fait que si les assurances ne vont pas payer pour des produits qui ne sont pas médicaux, donc là, les compagnies de potes, là, ils ont avantage à vendre le plus possible, mais ils sont conscients qu'il y a un marché pour le cannabinoïde médical. Mais pour être médical, il faut que ça suive les règles. Donc, il faut que ça soit régulé. OK. Est-ce que le cannabis est efficace pour traiter les maladies neurologiques? Vous avez peut-être entendu dans les médias les histoires sur l'épilepsie. Qui a entendu l'histoire sur le cannabis et l'épilepsie? Peut-être un peu. Alors, nous, quand moi, je faisais ma résidence en neuro, puis on avait des patients qui venaient nous voir puis disaient « l'aide avec mon épilepsie ». Les médecins étaient très fermés à ce concept-là, pour toutes sortes de raisons. Stigma social, crainte des effets secondaires. Il apparaît maintenant que le cannabis, en fait, c'est un produit en ce moment qui va être commercialisé aux États-Unis, bientôt ici, pour traiter certaines épilepsies très rares de l'enfant très sévères. Il y a des études, je les ai lues, c'est des études fortes, donc je l'ai rajouté, syndrome épileptique ici. Donc, le cannabis a été étudié, éprouvé pour la nausée de la chimio, pour les crampes, la spasticité en sclérose en plaques et pour le traitement, certains traitements de douleurs chroniques. Donc, ça, on a des preuves d'efficacité. Pour les troubles du sommeil, c'est modéré, c'est pas trop clair, mais ça pourrait aider. Puis pour les autres choses comme l'appétit, les tics, le syndrome de Tourette, les syndromes anxieux, le fameux PTSD, le syndrome post-traumatique, on aimerait ça que ça marche. Puis si on regarde la chimie, ça devrait marcher, mais c'est pas clair. Puis les hémorragies cérébrales et traumas crâniens. Donc ça, c'est parfois le cannabis plante, mais parfois aussi les produits de cannabinoïdes chimiques dont je vous ai parlé, qui n'ont pas de terpènes, puis qui n'ont pas, c'est juste un truc précis. Donc ça, c'est juste un survol pour vous dire, est-ce qu'il y a de la recherche sur les produits cannabinoïdes? La réponse, c'est oui. Puis est-ce que ça peut marcher pour certains trucs? Absolument. OK? OK, migraine maintenant. Est-ce qu'on respire? Parce que là, je vous ai envoyé. Survivez-vous jusqu'à maintenant? OK. Non, mais c'est le fun parce que je vous dis, des fois, moi, là, je vous présente un truc que j'ai présenté aux anesthésiologistes d'Harvard. Fait que, à peine downgradé. Louise m'a dit, Elisabeth, t'as trop de diapos scientifiques. Mais là, je me suis dit, les gens sont intelligents. OK? Fait que je vais leur expliquer. Fait que ça va jusqu'à maintenant? OK, parfait. Parce que c'est ça. Je me dis, si je suis là pour vous expliquer, fait qu'on, c'est ça qu'on fait. Alors, est-ce que ça pourrait marcher? Donc là, évidemment, il faut parler de la cause de la migraine. Brièvement, je vous rassure. Et quel est l'effet des cannabinoïdes? OK. Fait que ça, c'est ma dernière diapo. Cette diapo-là que je présente aux migraineux, je la refais tout le temps. Après 3 mois, 6 mois, ça évolue. Mais le casse-tête de la migraine, d'abord, il n'y a pas une cause. Hein. C'est pas un déficit de ça, c'est pas les sinus, c'est pas le cou. C'est un cerveau qui fonctionne différemment. Et probablement qu'il n'y a pas une migraine, il y a probablement des migraines. Probablement que la migraine de patient A est un problème d'un certain type chimique, puis la migraine du patient B est différente. Si on parle d'hémovig, certains d'entre vous peut-être ont entendu parler d'hémovig, bien ça se peut qu'il y ait des migraines qui soient CGRP dépendantes, puis des migraines qui ne soient pas CGRP dépendantes. Donc là, on est rendu là à faire des sous-types chimiques de migraine. Donc, si on regarde le cerveau migraineux, qu'est-ce qu'on sait en 2019? OK? Ça, c'est des faits scientifiques étoffés. On sait que c'est un cerveau qui a une sérotonine basse, puis dans la crise, la sérotonine boost. OK? Ça, on le sait. Ça, c'est des années 80. On sait que le cerveau va faire une aura. Certaines personnes ont des auras, perdent la vision, voient des flashs. Ça, c'est une affaire électrique et chimique. Ensuite, on sait que le cerveau migraineux a une particularité, c'est qu'il ne métabolise pas l'énergie comme les autres cerveaux. OK? Fait que si on lui demande beaucoup d'activité cérébrale, là, la charge mentale, à un moment donné, il atteint un niveau, puis là, bang, la crise arrive. Le CGRP, on en a parlé, c'est un petit peptide inflammatoire qui joue un rôle, qui dilate en fait, ça dilate les artères. Puis après, ben, on a tous les nerfs du visage, du cou, puis un cerveau qui a de la misère à gérer les inputs. OK? Donc, si vous prenez, je vois une dame avec ses lunettes de soleil ici, moi, quand j'ai une migraine, c'est sûr que faut que je me mette dans la pièce noire, puis je peux être déclenchée par des lumières, des sons, des odeurs. Donc ça, c'est le casse-tête migraineux. OK? Donc, il y a beaucoup de morceaux dans ce casse-tête-là. Où est-ce que les cannabinoïdes pourraient jouer? Bien, c'est sûr que les cannabinoïdes, vous vous rappelez du petit schéma tantôt peut-être, il y avait le cerveau. Les cannabinoïdes modulent le réseau douloureux.
OK? Et les cannabinoïdes, juste pour l'intérêt, et la CGRP, là, c'est proche, ça joue ensemble. OK? Donc, ils sont colocalisés, c'est pour ça que je vous mets la neurone ici. Donc, les cannabinoïdes jouent sur les réseaux de morphine. En fait, ils jouent sur tous les réseaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sérotonine, dopamine, noradrénaline, morphine. OK? Est-ce qu'on est surpris que les cannabinoïdes puissent influencer le cerveau migraineux? Non. La question, c'est comment ils vont les influencer. Mais il y aurait certainement un potentiel, en tout cas, de positif, parce que ça joue sur certains facteurs qui pourraient vraiment calmer la transmission douloureuse. Je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais je voulais juste vous montrer le CGRP puis les récepteurs cannabinoïdes. Ils sont dans la synapse. Puis je voulais aussi vous montrer le petit récepteur à poivre de Cayenne, le TRPV1. OK, donc oui, ça pourrait marcher. Alors les conclusions, c'est tout. C'est simple. Le cannabis agit sur les réseaux qui jouent un rôle en migraine. Il contient beaucoup de produits qui agissent sur ces réseaux-là et donc il y a une rationnelle scientifique qui suggère un potentiel d'efficacité. Mais ce système est difficile à prévoir et très variable. OK? Donc, question numéro 1, est-ce qu'il y a une raison pourquoi ça marquerait? Check, oui, ça pourrait marcher. OK. A-t-on des preuves d'efficacité? À part de l'anecdote que vous voyez sur les forums. Ça, c'est correct. C'est toujours intéressant, mais c'est pas une preuve scientifique. Alors, l'évidence publiée là, date de 1886, 1874. Moi, ça me suffit pas. OK? Quelqu'un en 1874 qui a décidé d'écrire un article, je respecte, mais ça me suffit pas. Alors, donc, on a des anciennes évidences. On a aussi Sir William Osler. OK? Osler, c'est le chemin Osler là, sur la montagne. C'est un docteur très connu canadien qui a fait sa marque en éducation médicale. Il avait des belles moustaches. Quand même. Ça marcherait, ça. Il recommandait le cannabis. Et là, sur tous les sites de cannabinoïdes, vous allez voir William Osler parlait. Il recommandait de l'arsenic aussi, là. Fait que ça, c'est une des choses de la pseudoscience, c'est quand tu prends un expert et tu le cites comme preuve absolue d'avoir raison. Faut être prudent avec ça. Ceci dit, il disait aussi qu'il ne fallait pas avoir des attentes trop élevées pour le traitement préventif de la migraine et que dans une grande proportion des cas, les maux de tête se poursuivent en dépit de toutes nos interventions. Donc, on savait déjà dans les années d'Osler que la migraine, ça pouvait être difficile à traiter, OK? Juste pour dire qu'il faut se méfier quand on dit que quelque chose est utilisé en Chine depuis 3000 ans. Là, ben oui, les saignées ont été utilisées jusqu'à il y a 100 ans, puis je peux vous dire que saigner les gens, c'est plus une bonne idée, OK? Donc, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on le fait, mais intéressant. OK, qu'est-ce qu'on a dans les cliniques de cannabis? Donc, est-ce que dans les cliniques, c'est prescrit pour la migraine? La réponse, c'est non. C'est 5% à peu près des patients que c'est prescrit pour la migraine. Évidemment, si vous avez quelqu'un qui a des troubles de sommeil, de l'anxiété, de la fibromyalgie, c'est possible que cette personne-là ait aussi des migraines, mais ce n'est pas l'indication principale. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de recherche fait en sorte que dans les cliniques médicales, on ne pouvait pas le prescrire pour la migraine parce qu'il n'y avait pas de... Je vous ai montré le petit tableau de neurologie tantôt, épilepsie, spasticité, nausée, tu avais le droit de prescrire. Il n'y avait pas d'études pour la migraine, donc les médecins ne prescrivaient pas. Donc, c'est ça qu'on voit ici en Allemagne, aux États-Unis. OK. Qu'est-ce qu'on a comme études? OK, donc, Aimovig, on a des études sur des milliers de patients. Botox, des études sur des milliers de patients. Les vieux produits, des études sur des centaines de patients. Prospective, en double aveugle, avec un placebo. Ça, c'est l'étude qu'on a sur le cannabis au Colorado. Je pense que c'est la pire étude que j'ai jamais lue pour démontrer un traitement. OK? Si vous allez sur les sites de cannabis, ils vont vous vendre cette étude-là avec ce graphique-là. Ils vont vous mettre un beau vert, puis ils vont vous dire 85% amélioré par le cannabis pour les migraines. C'est ça qui est marqué sur les sites Internet. Je ne veux pas dire que ça ne marche pas, mais je veux juste regarder l'étude. D'abord, l'étude, c'était une visite où est-ce qu'ils regardaient des dossiers de 3 ans avant. OK? Puis ça n'avait pas été prévu comme ça. On n'a même pas l'âge des patients. Ça, c'est moyen. Ensuite, la fréquence des crises, pas de calendrier, c'est du rappel de patients. Les patients étaient suivis entre 1 et 3 ans, OK, entre la visite début puis la visite de fin. Et la moitié des patients avaient essayé autre chose, qu'on ne sait pas c'est quoi, OK? C'était la puissance par gramme. Fait que, tu sais, quand je vous ai parlé des souches, puis du THC, puis du CBD, c'est un gros melting pot. Il n'y avait aucun suivi des interventions durant la période, puis ils ont eu 10% d'effets secondaires. Alors, si on regarde ça,
ils ont eu l'honnêteté quand même, ils ont demandé aux patients « Patient reported positive effect ». Ça veut dire que le patient pense que le cannabis a été la source de l'amélioration des migraines. Mais c'est 20% des gens, 24%, 20% qui disent que ça a amélioré. 4% disent que ça diminue la douleur, la nausée, même pas 1% disent que ça diminue la douleur. Fait quand vous regardez ça, là, ça n'a pas l'air super encourageant. L'effet sur la nausée modeste, des effets secondaires existants. Donc, ça n'a pas l'air comme flabbergastant, là, OK? Mais c'est une étude de pauvre qualité. Ceci dit, c'est mieux que rien. Alors, ma conclusion là-dessus, je n'ai pas d'autres études à vous montrer d'abord. J'espère en avoir d'autres bientôt. Il faut être prudent avec la diffusion des résultats d'études sur Internet. Okay? La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Le gain financier est aussi important pour l'industrie du cannabis que pour le Big Pharma. Moi, je travaille pour Big Pharma, okay? Je travaille pour tous eux autres. Ils veulent faire de l'argent, aucun doute. Mais le cannabis aussi. Alors, juste pour le fun, regardez ici les utilisateurs médicaux de cannabis en 2002, 476. En 2013, presque 40 000. En 2024, estimé 500 000. OK? Fait que ça, vous pensez que c'est gros. Si vous regardez le cannabis récréatif, c'est 7 milliards au Canada, le marché. Aux États-Unis, si c'était légal, 50 milliards. Le marché de la migraine, c'est quoi, vous pensez aux States? 1 milliard. OK? Fait que les vitamines, 50. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Fait que je sais que Big Pharma veut faire de l'argent, mais pensez pas que les vitamines et le cannabis ne veulent pas en faire. OK, puis ça, c'est beau. C'est du beau design de marketing. Donc là, on a Spectrum Cannabis, Van Der Pop, je sais pas ce que ça veut dire. Tweed, alors ça, c'est la marque pour le gentleman qui veut utiliser du cannabis. Baker Street, tu sais, genre Sherlock Holmes. Ferme son petit jouet. Combien ça coûte? Alors là, ça, je vais être intéressée de l'entendre tantôt. Le cannabis sur la rue, 6 $ par gramme. Le cannabis médical, 15 $ par gramme, si je ne me trompe pas. Après ça, le cannabis le cannabis SQDC, 15 $ par gramme. Ça a-tu l'allure, ça? On sait-tu? Je pense que c'est ça. Le cannabis médical, 100 à 300 $ par mois, tout dépendant. Puis il y a une dame qui rapportait qu'elle avait besoin de 1 500 $ par mois de cannabis médical. OK, donc ça peut monter vite, là, ces frais-là, pour quelqu'un. Fait que moi, ce que j'entends dans ma clinique, là, je vous ai montré la science du cerveau, je vous ai montré les petites preuves d'efficacité. On a dit ça pourrait bien marcher. J'entends, c'est la seule chose qui m'a vraiment aidée. Je l'ai entendu ça, OK? J'ai entendu, ça diminue pas ma douleur, mais je dors mieux, je me suis comme coupée de ma douleur. Puis j'ai entendu aussi, ça n'a rien fait pour moi, puis ça coûtait cher. Donc c'est comme Aimovig. Aimovig, c'est pareil. Aimovig, j'ai entendu, ça fait rien pour moi. J'ai entendu, ça m'aide un peu, puis j'ai entendu, c'est un miracle, ça a changé ma vie. Fait qu'en migraine, en général, c'est à peu près ça. C'est un tiers. Le coût est un réel problème. Moi, j'ai des patients qui avaient trouvé ça quand même assez bon, mais qui ont décidé de l'abandonner parce que ça coûtait trop cher. Et c'est difficile de savoir ce qu'ils ont eu. Tu sais, nous autres, les médecins, à moins d'être une clinique spécialisée de cannabis, là, la personne t'arrive, puis à moins qu'elle ait sa bouteille, qu'est-ce qu'il y a comme CBD, comme THC, comme terpène, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est bon? Alors là, j'ai gratté un peu, je me suis dit, est-ce que je peux trouver, j'ai pas eu le temps malheureusement de demander à mes collègues expérimentés, eux, qu'est-ce qu'ils utilisaient, mais il semblerait que juste le CBD tout seul, ça peut marcher pour anxiété et sommeil, mais pour la douleur, c'est pas suffisant, il faut du THC. Le THC, donc, c'est celui qui peut donner là, les effets un peu plus psychotisants ou la déconnexion. Les rôles des autres produits, on ne sait pas. Donc, moi, je pense que ça serait intéressant de sonder peut-être la communauté de Migraine Québec pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pris, parce que très honnêtement, je ne le sais pas. Mais ça ne veut pas dire que mes collègues que je connais, c'est eux qui sont dans les cliniques de cannabis non plus. Alors, on ne sait pas exactement ce qui est bon, mais je pense j'espère dans le futur, on va le savoir. Je pense qu'il y a un sous-groupe de patients qui souffrent de troubles du sommeil, puis le sommeil, c'est clé en migraine. Si le cerveau migraineux manque de sommeil, c'est pas bon, c'est un contributeur de migraine chronique. C'est le cercle vicieux de la migraine chronique, donc vous avez un cerveau migraineux, puis là, quelque chose se passe, puis là, éventuellement, vos migraines accélèrent, puis là, vous avez plein de CGRP relâchés, puis là, éventuellement, vous dormez pas bien à cause de la douleur, Là, qu'est-ce qu'on fait? On prend plus de café parce qu'on veut toffer sa journée. On prend plus de médicaments parce qu'on veut toffer sa journée. Puis là, le cou devient tout jam-pack, puis l'articulation temporomandibulaire devient jam-pack.
Puis là, tout ça tourne. Puis là, vous êtes en céphalie médicamenteuse, invalidité, anxiété, dépression, trouble de sommeil. Puis tout ça a commencé avec un cerveau migraineux qui a été précipité vers cet état-là. Donc, si les facteurs de sommeil et d'anxiété sont dominants, peut-être qu'il y a un sous-groupe de personnes chez qui certaines préparations cannabinoïdes pourraient vraiment être aidantes. OK? Donc ça m'apparaît faire du sens. L'autre affaire, c'est que vous savez qu'on a une crise des narcotiques aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et donc ça, j'ai pris ça sur un site de patients, mais il y a une source. Quand on prend du cannabis, et ça, là, c'est réel, il y a plusieurs études qui le montrent, le fait d'utiliser des cannabinoïdes permet aux gens de diminuer leur morphine, leurs narcotiques, leurs antidépresseurs. Donc, il semblerait que ça soit vraiment positif pour ces personnes-là parce qu'on ne peut pas mourir d'une overdose de cannabis. Ça prendrait 45 kilos inhalés en 2 minutes. Si quelqu'un est capable de faire ça, c'est fort. Alors qu'on peut mourir très facilement d'une overdose de fentanyl. OK? Les morts de fentanyl, c'est assez. Là. Donc ça va changer. Mais en migraine, heureusement, on essayait de limiter les narcotiques à cause des céphalies médicamenteuses. Donc ça semble positif. Le problème qu'on va avoir, c'est est-ce que les cannabinoïdes peuvent produire des céphalies médicamenteuses? Parce que là, ça serait vraiment pas bon. Tu sais, vous le faites dire, là, surveille tes triptans, surveille ton Tylenol, surveille ta codéine. Bien là, si on se précipite, parce que le cerveau migraineux n'est pas pareil que les autres, fait que si vous vous précipitez dans le cannabis, puis que là, finalement, le cannabis peut jouer sur les récepteurs à morphine, puis que là, vous vous retrouvez avec une céphalie médicamenteuse au cannabis, on ne sera pas plus avancé, là. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. J'ai cherché, on ne le sait pas. On commence à avoir des évidences animales chez les souris. Donc, c'est vraiment le mystère. Mais il semblerait que le cannabis est mieux que les opioïdes. OK? Donc, ça, c'est déjà une bonne affaire. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un effet, il y a un effet des cannabinoïdes sur les récepteurs de morphine? Est-ce que ça pourrait contribuer au cercle vicieux? Est-ce qu'il peut y avoir une habituation? Puis la céphalie médicamenteuse, bien, je pense que vous le savez, c'est un problème. On a une étude avec le fameux sésamètre qui dit qu'en fait, ça pourrait aider à sevrer. Puis moi, ça, je le vois bien. Quelqu'un qui est pris dans le cercle vicieux de la céphalie médicamenteuse, puis tu sais, le sevrage, il y en a-tu qui ont fait des sevrages ici? Oui, vous connaissez ça? C'était-tu le fun? Non, hein? C'était difficile. Bon. C'est pénible. Pourquoi? Parce qu'on a mal au cœur, parce qu'on est nerveux, puis parce qu'on dort pas, right? Ah, ça a l'air bon pour mettre un petit cannabinoïde là-dessus. Fait que moi, ça m'apparaît, si j'avais une recherche à faire, je ferais peut-être ça. Fait que peut-être ça à creuser. Puis il y a une étude qui montre un rôle du sésamètre. Donc ça serait intéressant. OK. Fait que là, on a vu l'efficacité, on a parlé de la migraine. Là, j'ai pas le choix, il faut que je parle des risques. Alors, les effets secondaires, il y a des risques pulmonaires. Si vous inhalez des joints tous les jours, bien, c'est de l'inhalation, là. Il y a des effets sur le foie. OK? Moi, ça, je ne le savais pas, mais le cannabis, prix régulier, ça joue sur les cytochromes dans le foie et ça peut faire monter vos enzymes hépatiques. Ça peut interagir avec les médicaments, notamment les anticoagulants, la pilule contraceptive. Alors, il faut être au courant. Une autre affaire que j'ai appris, c'est que si vous mangez une diète riche en graisse, puis vous prenez du CBD, votre dose peut aller jusqu'à 4 fois l'équivalent. OK? Fait que si vous êtes en diète cétogène, là, puis vous prenez des forts vos gummies, OK? Je savais pas de ça, mais c'est fascinant. Donc, il faut être au courant que ces produits-là ne sont pas neutres, OK? Les anticorps, Emoving, par exemple, le Botox, ça joue gros zéro sur le foie, mais le cannabis, ça joue. Donc, il y a des interactions médicamenteuses. La céphalie médicamenteuse, on en a parlé. Puis là, je vais vous parler de 3 petites choses, puis après, on va conclure. Bon, d'abord, dans la population générale, quels sont les risques qu'est-ce qu'on pense là qu'il faut surveiller au Québec maintenant qu'on a légalisé la marijuana ou le cannabis? Bien, il faut qu'on surveille nos jeunes parce qu'on sait que le jeune cerveau, puis qu'on l'expose des syndromes psychotiques, la schizophrénie. OK? Donc ça c'est un problème. On sait aussi qu'il y a des risques pour la conduite automobile puis la machinerie lourde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des études, pilote d'avion, conduite. Donc, si vous prenez du cannabis, bien, vous devriez considérer que ça va ralentir vos réflexes. Probablement un peu comme l'alcool. Ça donne des problèmes aussi de mémoire à court terme. Donc, au travail, c'est pas garanti que ça va être si clean que ça si vous l'utilisez. Puis, il y a certains employeurs, bien, j'imagine que là, sont en train de mettre des politiques. Il y a aussi des effets secondaires comme nausées, faiblesse, fatigue, troubles de l'humeur, étourdissement, intoxication. Tout ça, c'est un produit neuroactif. Je vous ai montré ce que ça fait sur le cerveau.
pas de surprise, c'est pas du bonbon, là, ça fait vraiment quelque chose. Mais là, encore là, cannabis, THC, CBD, combien il y en a, on ne sait pas. Donc ça, c'est un peu tout mixé. C'est surtout le THC qui fait ça, le CBD est mieux toléré. La dépendance existe. OK? Les gens disent « Ah non, c'est juste... » C'est pas vrai, OK? Il y a des utilisateurs, 10%. C'est beaucoup moins que la morphine, l'alcool ou le tabac, mais c'est présent. Puis si vous avez des utilisateurs quotidiens, il y en a plusieurs qui sont dépendants, puis qui sont dans des cercles vicieux où ils traitent de l'anxiété avec ça, puis des fois, c'est pas si simple. Et aux États-Unis, il y a beaucoup des problèmes de dépendance qui sont reliés au cannabis. Donc, ça existe, la dépendance au cannabis. Il y a 2 syndromes rares que je pense que n'importe qui connaît n'importe qui prend du cannabis devrait connaître pour votre santé. OK? Donc, juste pour savoir. Le premier, c'est un nom bâtard, là, ça s'appelle le syndrome de vasoconstriction réversible. OK? Ça, c'est un syndrome où est-ce que les gens ont des céphalies brutales répétées, comme en coup de tonnerre qu'on appelle. OK? Ça ressemble à une hémorragie. Tu sais, des gens qui saignent dans leur tête, ça fait bang, puis là, ils se prennent la tête, puis les vomissent, c'est l'enfer, là. Moi, je vois ça à l'urgence, c'est sûr que... donc, ce syndrome-là, si vous entendez parler de quelqu'un qui vous dit « ça n'a pas d'allure depuis 2 semaines, là, je fais des efforts ou j'ai des activités sexuelles, puis là, j'ai bang dans ma tête, c'est l'enfer », ça peut être ça. OK? C'est un syndrome qui est plus fréquent qu'on pense, puis c'est des spasmes sur les artères où est-ce que les artères deviennent tout croche. Et c'est relié à la prise de cannabis. OK? 40% des cas. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui fume du pot puis qui vous parle de ça, là, dis donc voir un médecin, OK? Parce que ça peut aller mal, ça. Ça peut faire des AVC, des hémorragies. Puis en plus, les migraineux en ont 2 fois plus que tout le monde, évidemment, pour faire la bonne mesure. Donc pour vous dire que si vous entendez parler de ça, une céphalie brutale est toujours une urgence parce que ça peut être une hémorragie, ça peut être un syndrome, ça peut être autre chose. Si vous entendez quelqu'un ou quelque chose, brutal, coup de tonnerre, urgence, right now, pas demain, pas la semaine prochaine, tout de suite. Et là, c'est pour ça, pourquoi? Parce que le cannabis joue sur les artères, OK? Il ne joue pas juste sur les synapses, OK? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Nos amis, TRPV1, CGRP, CB1. Tout ça, OK? Puis aussi, on a nos amis sérotonine quelque part. Sont-ils là? Ils ne l'ont pas marqué. OK. Donc, tout ça joue sur le vaisseau. Et si vous mettez, alors je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, mettons, qui a 40-50 ans, qui a une petite dépression, fait qu'il prend des SRS, genre Celexa, OK? Il prend des triptans parce qu'il a des migraines, vasoconstricteurs. Il prend un petit peu de cannabis avec un peu de THC, CBD parce qu'il n'arrive pas à dormir. Puis là, vous rajoutez de l'hémovig là-dessus qui bloque ces mécanismes de dilatation. Là. Ça, c'est un passeport pour le syndrome de vasoconstriction. Fait que nous, les médecins, en ce moment, on observe ça de très près parce qu'on ne veut pas avoir des AVC chez nos patients. Fait que là, je ne veux pas vous faire peur. Je veux juste vous dire qu'il faut qu'on soit prudent. OK? Donc, c'est un petit cocktail qui m'apparaît un petit peu risqué. OK? Donc, moi, si j'avais quelqu'un qui prenait tout ça ensemble, là, je serais prudente puis je ferais de l'éducation sur le syndrome de vasoconstriction. Une autre affaire qui peut arriver, c'est le syndrome des vomissements cycliques causés par les cannabinoïdes. Alors, ça, c'est les migraineux, quand ils sont petits, peuvent avoir un syndrome où est-ce qu'ils vomissent plusieurs fois par année. Il n'y a pas de raison. Ils voient plein de pédiatres, ils vont à l'urgence. Vomir beaucoup, là, non-stop. Puis là, la maman dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Le pédiatre dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Le gastro-entérologue dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis après 3 ans, en général, les gens disent « OK, that's it, c'est un syndrome de vomissement cyclique migraineux. » La migraine fait ça, tu sais, la migraine du cerveau, mais tu as aussi, on va dire, les syndromes migraineux de l'abdomen, du ventre. Mais il y a un équivalent cannabinoïde de ça, OK? Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui fument beaucoup en général, depuis longtemps, c'est des utilisateurs chroniques. Ils vont avoir exactement ce syndrome de vomissement-là, puis il faut arrêter le cannabis pour le traiter. Bien, il faut imaginer que si vous êtes migraineux avec une prédisposition à la nausée, puis vous utilisez du pot, puis là, c'est comme la céphalie, mais c'est comme le vomissement médicamenteux quasiment. Fait que vous prenez genre des cannabinoïdes pour soulager vos nausées, puis là, vous commencez à vomir de plus en plus par bout. Puis là, le médecin vous dit, arrête ton cannabis. Puis là, la personne te dit, ben voyons donc, c'est ça qui me permet de pas vomir. Fait que ça ressemble beaucoup à la céphalie médicamenteuse. Fait que c'est un peu la même famille. Donc ça, une affaire qui est intéressante, c'est que c'est un symptôme typique. Les gens prennent des bains, des douches hyper bouillants. Il y en a qui sont brûlés, OK? Fait que, pour calmer le syndrome. C'est un traitement que les gens trouvent naturellement. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On joue sur les récepteurs TRPV1. On n'a pas besoin de vous rappeler tout ça, mais juste pour vous dire, si vous entendez quelqu'un qui dit « Moi, je vomis, ça n'a pas d'allure », puis qui prend beaucoup de cannabis, maintenant, nos urgentologues savent ces choses-là, mais il y a 10 ans, on ne le savait pas. OK? Donc là, on commence à en voir plus. OK.
Donc, conclusion. Puis on arrive à la discussion. Le système endocannabinoïde, moi, je le trouve complexe et fascinant. Comme neurologue, là, je suis contente de l'avoir exploré parce que personne ne m'a appris ça quand j'étais en neurologie. Puis je suis contente de l'avoir. J'espère que j'ai pu vous le présenter, que maintenant vous le percevez un petit peu plus clairement. Il y a clairement des arguments scientifiques pourquoi les cannabinoïdes pourraient traiter la migraine. OK? Donc, je pense que c'est malhonnête de dire « talk to the hand, moi, je ne veux pas donner des cannabinoïdes pour la migraine, ça ne marchera pas. » Je pense qu'il y a des arguments. Ça pourrait donc être efficace peut-être pour certains migraineux, lesquels on ne sait pas. La plante cannabis a plusieurs ingrédients qui agissent ensemble, donc elle est supérieure au cannabis synthétique ou différente des cannabis synthétiques comme le sésamètre. Il y a des anecdotes, beaucoup, qui disent « moi, ça m'a aidé », donc on entend un signal. Puis les cannabinoïdes semblent plus sécuritaires que les narcotiques. Donc ça, c'est bien ça. OK? Donc on parle vraiment d'arguments en faveur d'utiliser du cannabis. Donc, on va regarder les arguments en défaveur. L'évidence est limitée de pauvre qualité. J'ai pas plein d'études pour vous dire aujourd'hui avec preuve à l'appui que ça marche. Le contenu des préparations reste difficile à contrôler. Il faut être prudent. Puis même en étant prudent, c'est facile, mais tu sais, être prudent, la personne vous dit, ben c'est ça qui est ça. Vous n'avez pas de labo chez vous pour analyser votre cannabis. Il y a des risques associés qui ne sont pas fréquents, mais qui sont existants. Puis si vous entendez parler de ce genre de choses-là, céphalées brutales répétées, puis vomissements. Puis là, vous savez plus que mes résidents en neurologie rendus là. Fait que je suis contente. Si je savais ça, ça m'aiderait des fois. L'effet du cannabis sur la chronicisation migraineuse reste inconnu. On sait que les narcotiques sont mauvais. Le cannabis, on ne sait pas. La vente du cannabis est un marché profitable non régulé par les autorités qui surveillent les médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en acheter, ça veut juste dire qu'il faut en être conscient, puis c'est pas juste Big Pharma qui fait de l'argent. Puis le coût, ben, c'est encore un problème, mais si c'était efficace, il faudrait que ça soit remboursé comme un médicament efficace. Question pratique. Peut me prescrire du cannabis? Alors, la réponse à ça, c'est je ne sais pas. Mon feeling, là, c'est que la plupart des médecins de famille ne sont pas familiers avec les produits. Vous avez vu la complexité de ça, là? Je pense pas que la plupart des médecins de famille sont familiers avec les produits cannabinoïdes. Donc, comment ça se passe? C'est qu'il faut aller dans une clinique spécialisée de cannabis. Est-ce qu'il y a des cliniques que je devrais consulter? Moi, j'arrive de l'Alberta. Je peux vous dire qu'à Calgary, il y en a plein. On peut l'investiguer avec Migraine Québec. Personnellement, je ne les connais pas. Donc ça, on pourra en parler avec les personnes qui ont essayé peut-être. Santé Cannabis est un organisme qui fait de l'éducation sur le cannabis, mais de ce que je comprends sur leur site, ils disent qu'ils ne font pas de prescription. Donc, c'est pas trop clair. Encore là, on pourra en parler s'il y en a qui sont allés, mais leur site Internet est très intéressant. Qu'est-ce que je devrais utiliser? Une souche, du Purple Haze? Tu sais, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire parce qu'on n'a pas d'études. Donc là, moi, je serais très curieuse de sonder les utilisateurs puis de sonder mes collègues pour dire c'est quoi, là. Puis je peux m'engager avec vous si je sonde mes collègues à rapporter les dosages ou les ratios. J'aurais tendance, si c'était pour moi, à aller vers un produit médical. Sauf que les produits médicaux sont plus coûteux. Donc, tu sais, si vous allez dans une clinique puis vous dites, j'ai le choix entre l'huile de CBD puis qui va te coûter 300$, puis ben, du cannabis de la SQDC qui va te coûter 15$, ben... L'autre affaire dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a plusieurs formes. Hein. Vous avez en gros les formes inhalées. Donc, c'est sûr que moi, comme médecin, je ne peux pas recommander une forme inhalée parce qu'il y a des risques pulmonaires. Mais vous avez aussi des formes vaporisées. Donc, ça, c'est rapide. Donc, si vous voulez traiter une crise, par exemple, je n'ai pas parlé de traitement de crise non plus, mais la forme vaporisée, donc ça existe. Les formes orales, les huiles, là, l'absorption de ça est imprévisible. Ça peut prendre, ça dépend vraiment avec quoi, qu'est-ce que vous avez mangé ce jour-là. Fait des fois, les gens vont dire, ben, j'ai pris mon CBD en huile, ça kick pas. Ben non, ça kick pas parce que il faut le prendre avec du gras, comme je vous disais tantôt. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait des brownies avec le pot, là, OK? C'est parce qu'il faut que ça soit absorbé. Donc, les produits oraux ont le problème d'être très irréguliers. Fait que pour les crises, oubliez ça, ça marchera pas. Mais pour le sommeil, peut-être, si vous dites, ben, ça va kicker dans 1 heure ou 2 heures le soir, ça devrait aller, mettons. Mais ça, c'est quelque chose d'assez important, le choix de la forme. Puis là, vous avez des gouttes sublinguales qui sont plus fiables. Mais tout ça, là, c'est un océan de produits que moi, je ne connais pas. Puis tout ça, c'est pas sur Internet. Il faut aller dans les cliniques pour le voir. Est-ce que je devrais utiliser pour les crises ou pour la prévention? On n'a aucune étude pour les crises. Moi, ce que j'entends, c'est quand je suis dans ma grosse crise, ça me permet de relaxer un peu, puis ma migraine continue, mais moi, au moins, je ne suis pas en train de paniquer, puis tout ça. Donc ça, il faudrait voir s'il y a une utilité.
L'interaction avec les triptans, je suis pas fan, OK, mais ça, j'ai pas de preuve non plus pour dire que c'est dangereux, mais ça m'apparaît en tout cas, je serais prudente. Pour la prévention, je vous ai montré une unique étude, mais faut faire plus d'études. Puis est-ce que le cannabis médical est remboursé par la RAMQ, les assurances? À date, de ce que je comprends, non, pour les migraines. Après, ça pourrait être remboursé pour la fibromyalgie ou pour d'autres problèmes. Donc, il faut voir. Tu sais, des fois, vous pouvez passer par une porte d'à côté puis vous faire rembourser de cette façon-là. Fait que ma conclusion, c'est que c'est vraiment un champ ouvert pour la recherche, on peut le dire. J'appelle ça le champ des opportunités. Plein de projets de recherche pour vous. C'est en arrière de chez nous, au chalet, ça. Non, c'est pas vrai. Et donc, vous voyez que d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue clinique aussi, si moi, comme médecin, je veux être capable de vous conseiller dans mon bureau, ben j'ai besoin d'études, là. Puis je suis vraiment curieuse d'aller voir les gens qui recommandent. En fait, j'ai dit à Louise, on devrait faire une opération, tu sais. On envoie 10 patients en secret, tu sais, qui vont dans des cliniques, puis qui disent qu'ils ont des migraines. Puis là, ils rapportent à Migraine Québec qu'est-ce qu'on leur a dit, OK? Ça serait vraiment intéressant, parce que si les cliniques vous disent qu'il y a des preuves, là, très honnêtement, sont malhonnêtes, OK? S'ils vous disent qu'il n'y a pas de preuve, mais qu'il y a de l'efficacité, tu sais, je serais vraiment curieuse de savoir comment vous seriez conseillé. Puis aussi, sur quel produit serait recommandé. OK? Ça serait vraiment... Parce que mes patients à Calgary, je leur ai demandé, puis je peux vous dire qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup de variations. Puis c'est ça. Fait que moi, je peux m'engager à sonder mes collègues. J'en ai un paquet. Mark Ware de McGill, puis McCallum, tu sais, on en a plein. Mais vous, les patients, ben là, je vais ouvrir je vais vous remercier d'abord pour votre attention et puis d'avoir soutenu mes élucubrations scientifiques. Et puis, je vais prendre les questions et vos témoignages aussi. Alors, Louise veut dire quelque chose aussi. Merci beaucoup, Elisabeth. Ça fait plaisir. C'est sûr que lire une présentation puis le voir live, c'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment fascinant, puis c'est sûr que... J'ai envoyé mes diapos, puis là, elle m'écrit « Elisabeth, c'est difficile à suivre, c'est ça? On n'entend pas ce qu'elle dit, là. Non, c'est correct. J'ai beaucoup appris, puis on voit que... On a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il y a du potentiel, fait que ça c'est intéressant. Pour les questions, est-ce qu'on a testé le micro ici? C'est ici parce qu'on filme, donc on veut vous entendre, fait qu'on va vous demander d'aller faire le fil au micro qui est ici sur le côté. Et moi, il y a des gens qui nous suivent en webinaire, donc si vous nous suivez, vous pouvez envoyer vos questions et moi, de temps en temps, je vais aller au micro poser des questions des gens en webinaire. Là. Donc, allez-y. Juste par curiosité, puis parce que s'il y a peut-être des soucis de confidentialité ou quoi que ce soit, on va les entendre, mais on ne va pas les voir. Jonathan, tu ne filmes pas nécessairement sur le côté. Parfait. C'est ça. C'est juste des fois, c'est plus rassurant comme ça. Je vais commencer avec les questions du webinaire. Parfait. Est-ce que juste pour mon feedback personnel, est-ce que ça vous a complètement perdu ce que j'ai montré ou est-ce que ça vous a intéressé plutôt? Vous pouvez me dire si c'était intéressant? OK. OK. Un petit peu plus même, OK. Est-ce que je vous ai paru méprisante des patients ou, comment dire, est-ce que j'étais biaisée contre le cannabis parce que je sais vraiment pas ce que je voulais faire. Fait que je veux juste être sûre que je voulais pas d'avoir un biais de rejet unilatéral. C'est correct? Parce que c'est pas ça c'est pas du tout mon impression. OK, parfait. Des fois, je me dis, il faudrait... Oui? Moi, pour le dire, l'impression que j'ai... Gérard, oh. On va avoir le commentaire. Soyez pas gênés de venir poser vos questions. Puis s'il y en a qui veulent témoigner, je serais très intéressée de les entendre, en fait. Moi, bonjour. Allô? Mon commentaire, ce serait que vous vous êtes montré ouvert à la recherche, mais vous l'avez présenté d'une façon objective. Ni pour, ni contre, puis vraiment, vous avez dit qu'il n'y a pas de preuve assez scientifique. Ça, c'est rassurant d'entendre ça, parce qu'on serait parti, moi, je l'avais entendu parler de CBD, puis je me disais, bien, ça semble être bon, mais là, vous avez tellement bien décrit ce que c'est fait au niveau neurologique.
ce que la plupart des jeunes ne font pas. J'avais déjà assisté à une autre conférence, mais c'était une représentante d'une compagnie, c'était pas neurologique. Là, vous nous avez expliqué qu'est-ce qui arrive. Bravo. Merci. Alors, est-ce qu'on a des questions du Québec? Donc, la première question du webinaire, j'aimerais savoir quelles sont les interactions qui pourraient survenir entre la prise de cannabis et le Coumadin. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, alors là, voyons voir, est-ce que je peux trouver ça? Je suis pas certaine que je peux répondre de tête, mais je peux vous dire que c'est le CYP2A19. C'est un des cytochromes qui peut jouer, mais si tu demandes à la personne son contact, je vais pouvoir chercher la réponse exacte. Je l'ai vu passer dans une présentation, mais j'ai pas le nom exact. Une des interactions très pertinentes pour les épileptiques, c'est le clobazam, le frisium. Ça peut augmenter les taux de clobazam. Donc, mais pour le Coumadin, je pourrais le chercher puis donner une réponse précise. Mais il faut que je me réfère à un article. Je ne sais pas par cœur. Merci. Okay. Je vais continuer jusqu'à ce que quelqu'un arrive au micro. Bon, c'est une question qui a été posée au début. Fait que vous allez me dire si on a déjà répondu à cette question-là. Le cannabis a-t-il un réel effet sur les migraines? Et si oui, sous quelle manière est-il mieux de le consommer? Ça, je pense que là, je pense qu'on l'a on a plutôt répondu. Si c'était une question naturelle de départ, en fait. Donc, je pense qu'on a conclu, en fait, qu'on pouvait suspecter qu'il pourrait y avoir un bénéfice chez certains migraineux, mais que pour ce qui est des préparations exactes, on est encore un peu dans l'investigation. Ça serait une huile pour une crise m'apparaît pas une bonne idée. Les sprays sous la langue sont rapides, peut-être. Les formes vaporisées, peut-être pour les crises. Mais en prévention, on reste vraiment dans l'inconnu, là. Merci. Bonjour. Allô. Moi, je voulais juste faire un petit témoignage parce que oui. je prends du cannabis médical par le biais de Santé Cannabis. Et puis, c'est un médecin qui est dans la clinique là-bas qui me le prescrit. Donc, c'est pas mon médecin. Mon médecin de famille m'a référé à Santé Cannabis, c'est un médecin là-bas qui s'occupe de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des éducateurs qui sont là, qui vous expliquent tout, qui vous dit quoi, qui regarde comment ça va, puis qui font aussi un suivi régulier. Ils vont vous appeler chez vous 3 semaines après. On peut toujours les appeler si on a des questions. Fait que des fois, moi, je disais, on dirait que ça me fait pas, ou ça me fait pas buzzer, je suis pas bien. OK, là, fait qu'ils me disaient, on essaie de trouver ensemble une solution pour justement que mon mode de vie puisse concorder avec tout ça. Fait que aussi, puis pour ce qui est des produits, c'est sûr qu'il faut aussi. C'est pas à la SQDC que je vais vous procurer les produits, c'est vraiment avec un site spécialisé, un distributeur spécialisé, j'ai besoin d'un code d'identification qui est valide pour 3 mois. Fait qu'on peut pas commencer à fournir tout le quartier. Là. C'est vraiment, eux autres là, sont vraiment, ils savent à peu près, je pense que les liens, ils savent qu'est-ce qui a été prescrit, puis à quoi tu as droit, par exemple, en quantité. Puis à chaque 3 mois, là, le médecin fait un suivi, puis renouvelle ta prescription, ton droit d'acheter sur ce site-là. Puis est-ce que vous, si je peux me permettre, est-ce que vous avez essayé des formes particulières ou qu'est-ce qui vous a été recommandé? Est-ce que c'était pour des migraines ou pour d'autres types de maux de tête? Oui, dans le fond, migraines, les tensions, anxiété reliées un petit peu à ça, ben oui. C'est clair. Oui, puis insomnie. Oui. Est-ce que vous êtes aidé par les traitements? Bien, on pourrait dire que ça a diminué. Ça n'a pas fait de miracle. Ça a diminué, mais aussi, oui, une chose que je pourrais dire, c'est que, tu sais, quand on disait que c'est différent pour chaque personne, c'est que la dose, les autres, ils ne vont pas vous dire nécessairement de dose. C'est vraiment, on commence tranquillement, puis c'est vraiment à chaque personne de gérer sa dose, puis de voir qu'est-ce qui est bon, puis y aller vraiment graduellement. Fait qu'ils ne vont pas dire nécessairement, ils vont regarder, mais c'est vraiment comme du quotidien. Je suis retournée, puis on a dit, bon, on va augmenter un petit peu. Fait que là, tranquillement, on augmente, puis c'est sûr que mon corps s'habitue, fait que je pense que quand je demande ma dose, ça me fait moins d'effet qu'au début, quand je commençais, c'est sûr. Fait que il faut vraiment commencer petit, puis aller vraiment graduellement.
là, je commence à maintenir un peu un niveau intéressant. Peut-être que je me dis des fois, à chaque 3-4 sur 10, là, au lieu de 6 sur 10, par exemple. Fait qu'on a une réponse quand même appréciable. Puis, moi, je prends l'huile. De l'huile? L'huile, c'est sûr, mais c'est sûr que pour les crises, ça ne marche pas. Là. Non, c'est ça. Avec CBD uniquement? Un petit peu de THC le soir. Parce que je ne veux pas le prendre le jour. Ouais. C'est un choix personnel, mais vous pouvez faire le choix que vous voulez. Et puis aussi, c'est sûr que pour les crises, c'est mieux, je pense, en feuille, quelque chose d'un peu plus rapide. Il faut que ça soit plus rapide. Puis est-ce que c'est pas couvert, j'imagine? Vos assurances ne payent pas ça? Payent pas? Je me suis pas informée encore. J'ai comme gardé toutes mes factures. Oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est comme si je pensais pas que ça allait. Moi, je pense pas, mais ça serait intéressant parce que à la minute où, tu sais, je pense que les compagnies ont des choix à faire d'un point de vue, c'est de la stratégie financière, c'est-à-dire, en ce moment, ils ont tellement une jungle d'opportunités avec le cannabis récréatif que, tu sais, ça coûte cher faire des études. Puis de ce que je comprends de mes amis qui sont passés de Big Pharma à Cannabis Pharma, ils disent, écoute, ils n'ont aucune idée de comment faire de la recherche. Fait qu'il va falloir qu'ils apprennent. Puis c'est beaucoup d'investissement faire de la recherche. Donc, c'est sûr que s'ils voient que le marché médical vaut la peine, ben ils vont l'essayer. Tu sais, nous, à Calgary, on vient d'avoir un grant pour faire une étude sur le cannabis en migraine. Donc, ça, je suis super contente. Mais ça serait super si on arrivait à trouver, pas nécessairement la dose, comme vous dites, il faut l'adapter, mais au moins les produits, tu sais, de dire juste CBD, mettons, est-ce que vraiment il y a un intérêt? Ben moi, si ça marche, puis c'est prouvé, je pense que ça devrait être couvert. C'est ça l'histoire. Effectivement. Ça me fait penser aussi, je sais qu'on peut, comme quand on fait notre rapport d'impôt, oui. Ben merci beaucoup. Moi, j'apprends, là, vraiment, je suis en zone vierge, je ne connais rien par tout. On a une autre question de témoignage. Donc, moi, je suis avocat, donc je ne pouvais pas consommer de cannabis avant la légalisation. Puis dans ma profession, j'ai été amené à plein de conférences, notamment par Santé Cannabis, parce que ça vient toucher à beaucoup de domaines de droit. J'ai compris notamment qu'à partir du moment où c'est légalisé, c'était un des objectifs du gouvernement du Canada, c'était de permettre la recherche, parce qu'on ne pouvait pas subventionner faire la recherche. Donc, on comprend aussi que cette année, c'est la première année où s'ouvrent toutes grandes les portes de la recherche, et ça va aller probablement vite, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Notamment parce que les big pharma ailleurs au monde ont maintenant un endroit sur la planète pour faire ces recherches-là et pour investir dans la recherche. Donc, on s'attend à avoir de plus en plus d'informations. C'est un peu le début de l'aventure pour avoir peut-être quelque chose de plus précis, plus documenté, plus solide au niveau méthodologique. Moi, c'était surtout pour, d'un point de vue pas préventif, mais pour guérir les migraines, c'est-à-dire comme un triptan, parce que je mesurais le nombre de triptans que je prenais à chaque mois. Puis si j'avais un procès longue durée, puis j'étais rendu à mon 5e triptan dans la semaine, j'aimais pas ça. Donc c'était de voir une solution pour réduire mon nombre de triptans, donc voir s'il y avait un outil de plus que je pouvais avoir dans ma boîte à outils. Aussi parce que du point de vue préventif, j'ai besoin de mes capacités intellectuelles la journée même, mais le lendemain, puis la semaine suivante. Donc, pour moi, c'était plus une solution de fin de semaine, surtout pour la migraine du samedi, par exemple. Oui, la fameuse. Le café, je ne l'ai pas pris à la bonne heure. C'est vrai. Moi, j'ai fait ma dernière grosse migraine. J'ai déménagé récemment. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une journée où je bois trop de café. Puis, j'en ai pas pris cette journée-là. Je me suis réveillée la nuit d'après avec l'enfer. Puis, j'ai dit, mais même toi, t'as pas pensé. Mais non, le caféine, définitivement. Ouais. Ça, la fameuse migraine du samedi, on la connaît. Ouais. Pour faire ma démarche, pour avoir accès au cannabis, au début, je me disais, c'est maintenant disponible à SQDC, fait que je vais aller là. Mais là, avec les pénuries, puis notamment au niveau des huiles CBD, on voit que c'est toujours en pénurie de façon continue depuis que c'est légalisé. Donc, je me suis dit, je vais faire ma démarche à travers une référence médicale. Et là, je disais que je suis avocat, ça oriente aussi mon action. Je suis arrivé avec les formulaires pré-remplis devant mon médecin avec toutes les informations, signe là. Le médecin me disait, j'ai aucune information à te donner sur est-ce que ça marche ou pas, puis je le comprenais. Chez Santé Cannabis, avoir mes références, ça m'a pris un délai de 2 mois. Puis on m'a dit, quand je suis arrivé après ça à Santé Cannabis, on m'a dit que j'aurais un délai de 3 mois avant d'être rencontré pour une première fois. Fait qu'il y a aussi des obstacles qui sont liés au système, je veux dire, de santé tout court, puis au système de santé mis en place par Santé Canada, parce que tout ce qui est marijuana médicale est dans des processus avec Santé Canada. Moi, je suis allé à la Croix-Verte, qui est au métro Frontenac.
Je peux pas dire, puis là j'ai un esprit quand même un peu scientifique, je peux pas dire que j'ai été accompagné d'un point de vue scientifique avec une rigueur. J'ai aucun reproche à leur faire. Non. J'avais pas de mensonge, puis j'avais pas la pseudo-science qu'on me donnait, mais on me disait essaye, ça peut marcher, va voir. Puis c'est encore mieux ça, que c'est mieux essaye, puis dose, puis je vais te rappeler, puis on ajuste avec précaution, que prends ça, puis ça va marcher. C'est ça, je pense que c'est raisonnable d'agir comme ça. Moi, ce que j'ai essayé, c'est les huiles CBD, THC. Au début, j'ai essayé huile CBD, ça a eu un effet, je trouve ça calmant. Ça n'a pas nécessairement toujours des effets, puis on m'a suggéré de commencer avec des faibles doses de gouttes sublinguales. J'ai l'impression que ça m'aide à dormir, ça m'aide à me relaxer. Puis j'ai essayé les premières fois la fin de semaine, puis je voyais rapidement que le lendemain, j'avais pas de différence. Par rapport à un pot qui est fumé, où des fois on est irritable le lendemain, quelque chose que je déteste complètement parce que je suis dans un milieu de vie très, très social et je dois être au savoir-être toujours au maximum. Pas envoyer promener les collègues, oui. Voilà. Beaucoup de patience et de calme. Donc, moi, l'irritabilité qui peut suivre avec le cannabis fumé, ça peut être un problème. L'huile de CBD, l'huile de THC, j'ai aussi essayé, mais je trouve ça plus dur, les huiles, de voir des effets. C'est mon impression jusqu'à maintenant. Je le vois comme un outil que je peux essayer de temps en autre. J'ai essayé aussi une crème topique qui était cannabis et menthe poivrée. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la menthe poivrée qui fait un effet ou pas? Parce que la menthe poivrée, on la connaît depuis un certain temps. Mais ça, c'est définitivement un outil qui n'est pas guérisseur de la migraine, mais qui est un baume intéressant parce que, tu sais, la débarbouillette d'eau froide, ben, cette espèce de crème-là a un effet, comme si tu avais une fraîcheur sur la tête. Ça, c'est. Je vais faire. Est-ce que tu veux un petit commentaire scientifique sur la menthe poivrée? Qui a déjà utilisé la menthe poivrée? Moi, j'ai déjà utilisé. Vous ne l'avez pas utilisé encore? Bon. En fait, la menthe, là, tu sais, quand on parle de terpènes puis de plantes, ça joue sur un récepteur, je veux dire le nom, c'est le TRPM8, peu importe. Mais c'est un récepteur sensitif très important. Puis il y a une mutation génétique. Les Africains font beaucoup moins de migraines puis ont une mutation de ce récepteur-là. Fait qu'il semblerait que la migraine soit plus présente chez les populations qui ont migré vers le nord puis qui ont dû adapter leur récepteur au froid. Mais ça, c'est il y a des centaines de milliers d'années, là. Et juste pour vous dire, comme quoi, c'est quand on dit la migraine, c'est tout psychosomatique dans la tête, là, on a de plus en plus d'évidences comme quoi la fameuse menthe poivrée qui existe depuis, on a des bâtons qui datent de 1850 en France, puis même probablement avant. On a maintenant des mécanismes sensitifs pour l'expliquer, donc c'est ça. Puis je trouve ça intéressant. Ceux d'entre vous qui aiment la fraîcheur, là, puis sont tannés des canettes de Coke, là, vous pouvez aller voir The Migraine Hat sur le blog My Daily Migraine. On promet. Est-ce que tu as déjà fait la promotion du Migraine Hat? Ouais, c'est ça. C'est une espèce de chapeau. C'est une migraineuse qui l'a conçu. Il y a un bloc de froid qui reste froid longtemps, puis ça apparaît. Tu peux sortir avec. Tu n'as pas l'air fou avec ça sur la tête. Fait que, ceux d'entre vous qui aiment le froid, en tout cas, j'ai pas d'expérience personnelle, mais je trouvais que c'était raisonnable. Puis les profits vont à la recherche sur la migraine. Fait, vous ne perdez pas grand-chose à ceux d'entre vous qui voudraient l'essayer. Donc oui, la menthe et le froid, clairement. Ça, c'est la chose que je retiens comme le plus positif, parce que le triptan, devrait ça, la crème, en attendant que le triptan fonctionne. Je suis vraiment content d'avoir entendu que le mix Aimovige, triptan et cannabis peut être problématique. Donc, je vais éviter d'en prendre en même temps que triptan parce que maintenant, je suis sur Aimovige. Et pour ce qui est il y avait deux autres choses que je voulais dire, c'est que vous parliez des prix. À la SQDC, ma compréhension, c'est que ça tourne autour de 15$ le gramme. Oui. Moi, ce que j'ai vu chez la Croix-Verte, c'était 9 à 12 $, le gramme. Donc, c'est un peu plus intéressant si on passe par toute la vague Santé Canada et les cliniques de cannabis. Et ma compréhension aussi, puis c'est ce que j'ai validé avec la Croix-Verte, mais quand on a la prescription médicale et qu'on est à travers les cliniques de cannabis, on a au moins le retour d'impôt. Dépendamment des tranches d'impôt, ça peut aller de 30 à 45 % de rembourser plus tard à la fin de l'année. Donc, il y a au moins cette ça peut clairement valoir la peine. Puis, quand on parle de grammes, encore là, c'est là qu'il faut retourner aux souches puis dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce gramme-là? Hein? Parce que si vous voulez optimiser votre gramme, peut-être qu'il faut calculer, c'est ça, le bon ratio. Puis, c'est ça, c'est très intéressant de dire qu'un gramme peut être un gramme de bien des choses, finalement. Ça, c'est un gramme de produit. C'est un gramme de plante.
exact. Puis, mais les gens sont super pour au moins comparer les différents produits, puis on se retrouve plus dans une logique SAQ, là, où on nous compare ce qui est censé être plus élevé en THC ou en CBD, puis mais on est toujours dans une approche d'essai-erreur, puis voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Donc, c'est un peu ça mon expérience. Merci beaucoup d'avoir partagé. On devrait peut-être résumer tout ça sur un document à un moment donné. Allô? Je suis pas ni avocate ni médecin, et même ni microbiologue depuis longtemps. J'aimerais savoir si on prend le cannabis, on prend un médicament avec ça, ou bien juste le cannabis ou les médicaments. Alors voilà la question. Hein? Donc d'abord, on va séparer traitement de la crise de traitement de prévention. Donc, c'est sûr que le traitement de crise, l'approche du jeune homme qui vient de s'exprimer est intéressante parce que est-ce qu'on pourrait utiliser le cannabis pour épargner des triptans? J'ai pas de preuve que triptan et cannabis ensemble est dangereux, by the way. C'est juste de mon point de vue, quand je regarde la chimie, je trouve ça un petit peu touché, là. Mais si on dit, est-ce qu'on pourrait utiliser le cannabis pour la crise? Ben, à date, moi, j'ai rarement entendu des gens qui m'ont dit que le cannabis seul était suffisant pour casser une crise de migraine. Il y a des nouveaux traitements qui arrivent bientôt, là, qui vont arriver probablement l'année prochaine pour les crises, qui vont peut-être nous élargir notre champ. Donc, en crise, en ce moment, à moins qu'il y ait des expériences dans la salle, là, juste de prendre du cannabis seul pour casser une crise, de ce que j'entends, c'est souvent un traitement additionné. Mettons quelqu'un qui ne prend pas de triptan, qui prend, mettons, du naproxène. OK, un anti-inflammatoire, puis il y a un soulagement de sa crise partielle, mais il y a beaucoup d'anxiété ou de nausée, puis qui voudrait prendre un cannabis en plus. Moi, je pense que ça pourrait être un traitement combiné pour la crise. Je pense qu'il faut l'investiguer, mais je pense que ça aurait de l'allure. En prévention, ben là, évidemment, si vous prenez, je sais pas, mettons du Topamax, puis là, vous dites, ben j'aimerais essayer une huile de cannabis CBD tous les jours, mais ça serait en combinaison. J'ai rarement vu des gens qui prenaient seulement des produits cannabinoïdes sans prendre aucune autre médication. Et une fois qu'on a commencé à prendre le cannabis, il faut continuer à en prendre tous les jours. Si c'est un traitement préventif, peut-être. Si vous l'utilisez seulement au besoin, pas nécessairement. Donc, ce qui est intéressant avec le cannabis, c'est que, tu sais, on peut l'utiliser en préventif et en aigu, ou peut-être pas. Tu sais, ça reste, on ne le sait pas. Alors, mais en théorie, on pourrait. Donc, il se peut que parfois, ça soit tous les jours en prévention, par exemple, une huile de CBD. Puis là, j'entends des deux personnes qui ont parlé, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, j'ai vu quelqu'un, j'ai reçu une certaine éducation, puis surtout, on a ajusté les doses, puis on a testé des produits. Puis ça, c'est vrai je pense que les gens qui font de la médecine de phytocannabinoïdes, des plantes, sont au courant de cette variabilité-là, puis ils savent qu'il faut ajuster, puis qu'il faut titrer. Alors, c'est ça qui semble être fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je pense que je vais rester avec Axel. Pour vos crises, peut-être, si ça fonctionne. Merci de votre question. Bonjour, moi je vais continuer les témoignages en fait. Donc moi aussi je vais à la Croisette. Mais j'ai commencé avant que ce soit légal. La Croisette, en fait, ça fait partie des centres compassion qui ont été partis pour ceux qui avaient la misère à avoir l'accès médical. Exactement. Donc j'ai été là, ça fait comme 1 an et demi à peu près que je vais là. La première fois que j'ai été, c'était plus pour l'insomnie, mais aussi j'ai dit je fais des migraines. Mais je pense que beaucoup de gens pensent qu'une migraine, c'est juste un mal de tête. Donc la première chose qu'on me dit, c'est que c'est très facile à régler avec le cannabis. Eh bien non. Donc non, c'est pas ça. Puis moi je le fume ou vaporisé. Bon. Et puis ce que je peux dire, c'est que quand j'ai une très grosse crise et que j'ai mal au cœur, ça règle le mal de cœur, j'oublie que j'ai mal. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Je peux aller coucher, écouter un film, lui aller coucher dans mon sort. Donc c'est déjà... Donc il y a un bénéfice. Un avantage, c'est ça, un avantage. Puis sinon, moi j'ai commencé à avoir une neurologue seulement il y a 12 semaines, donc avant je prenais que ça. Ah bon, mais voilà un exemple de quelqu'un qui l'utilise seul. J'ai jamais pris de temps, donc je prenais le cannabis avec, j'avais des fiorinales pour une fois de temps en temps, mais je peux pas en prendre souvent, donc c'est ça. Donc je prenais le cannabis, donc oui ça aide quand j'avais des grosses crises, ça n'empêchait jamais une crise, parce que j'en prends quasiment chaque jour pour dormir, mais j'ai eu autant de crises qu'avant, des fois plus, des fois moins, donc aucun rapport là-dedans, aucun changement. Ce que je peux dire, c'est la détente musculaire. Si vous avez mal au cou, moi ça m'aide, ce genre de choses-là. Mais en même temps, je suis inquiète sur
les migraines médicamenteuses, si le cannabis allait dans cette vague-là, puis je sais pas. Donc, on peut peut-être l'observer. Depuis combien de temps vous l'utilisez? 1 an et demi. Puis est-ce que vous avez eu une accélération de vos migraines durant cette année-là et demie? Vous n'avez pas vu d'amélioration, mais est-ce qu'il y a eu une accélération? Je dirais que non. Pas vraiment. Pas vraiment. OK. Mais non, je dirais que c'est stable. Des fois, c'est beaucoup de crises, des fois moins, mais ça fluctue, mais ça n'a pas changé. Là. Ça reste la même chose. Ça, non, c'est ça. OK. Puis, c'est ça. Fait que c'est pas miracle, mais ça dépend des gens. Je pense que ça peut aider, mais c'est pas, ça guérit pas, là, c'est pas vrai. Puis sinon, pour les cliniques comme telles, oui, c'est vrai qu'ils sont vraiment ouverts à toutes les conditions médicales qu'on peut avoir. Puis on peut avoir plein de conseils, mais aussi, c'est ça que je voulais dire. Pour les produits, comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en plus, dans les cliniques, des fois, il y a un certain, mettons, Purple tu y retournes non plus. Ah oui. Donc, les sortes de potions, c'est pas toujours disponible. Donc, des fois, tu es piqué à essayer autre chose que finalement, ça peut te donner mal à la tête. De l'Hindokush. Donc, c'est ça. C'est assez rare. Ça ne veut pas dire que celui que tu aimes, il va être toujours là. Donc, c'est tout ça qu'avec la SQDC qui est en pénurie, mais celui que tu aimes n'est peut-être pas là non plus. Donc, c'est ça. Donc, en espérant que ça continue la recherche. Je pense que le fait, il y a un médecin qui était très impliqué en recherche à McGill, Mark Ware, là, qui est passé du côté de chez Canopy, là, il est rendu chef médical, donc j'imagine qu'il fait ça pour une raison, puis j'espère que c'est pour faire de la recherche. Alors, c'est clair qu'il va y avoir des avancées, c'est sûr. Je veux dire, il y a un intérêt scientifique mondial. Moi, je peux vous dire, mes amis aux États-Unis, c'est pas pour rien que les gens d'Harvard m'ont demandé, c'est parce que ça les intéresse, ils veulent savoir, il y a des questions. Donc, j'étais dans un congrès en fin de semaine dernière, il y avait un bonhomme d'Australie assis à côté de moi, puis quand j'ai dit que je présentais sur les cannabis, là, il dit, écoute, je t'invite, tu vas faire un webinaire à Melbourne, puis nous autres, il n'y a personne qui est capable de parler de ça, puis si tu fais de la recherche, dis-le nous, parce que nous, on veut les faire, puis en tout cas, il y a vraiment un intérêt scientifique pour le produit, parce qu'il y a un besoin réel, puis il y a un besoin d'information. Alors, la dernière chose que je voulais dire, en fait, c'est que aussi ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que ça dépend du type de migraine que j'ai. Les migraines plus tactiles, intenses, que ça augmente et je vais vomir pareil. Mais les migraines, que c'est juste... Vous des migraines de cou, là? Oui, oui, c'est ça. Les fameuses migraines de cou. Non, mais avec ça, vraiment pas bon, mais je trouve à l'orange. Ça marche pas. Mais les autres migraines, ça peut m'aider, puis pour l'insomnie, c'est magique. Ça fonctionne bien, oui. Et c'est intéressant qu'est-ce qu'elle nous raconte, parce que vous vous rappelez le gros schéma avec la petite pie chart, la tarte, là, puis qu'il y avait comme plein de récepteurs. Bien, ça veut dire que ça se peut qu'il y ait des migraines où le cocktail chimique est influencé de la mauvaise façon par le cannabis. Moi, j'ai fait de la recherche là-dessus quand j'étais en fellow sur les céphalées de Horton. Puis mes patients qui avaient répondu, on avait une centaine de patients, 140, je leur ai demandé qu'est-ce que ça fait, puis il y en a qui m'ont dit la même chose. Ça peut aider une crise, mais ça peut déclencher une crise. Puis il y en a, durant leur période de cluster, ils arrêtaient toute leur consommation de cannabis parce qu'ils savaient que c'était nuisible. Donc, on revient toujours à cette chimie-là. Il faudrait arrêter de parler de cannabis. Il faudrait aller vers peut-être un contenu chimique plus précis. Louise, veux-tu une question du webinaire? Oui, du webinaire. C'est pas une question, mais un feedback très éclairant et complet. Personnellement, j'ai remarqué que le pot récréatif avec THC prévient, prise occasionnelle et l'huile de CBD. Aucun effet positif, sinon une légère relaxation. Bref, mes expériences personnelles concordent avec ce qui a été dit. Pour terminer, une dernière question ou commentaire. Puis, on va finir, parfait. Oui, parce que là, en fait, on a la personne qui... Ah non, vous avez un triptan. Qu'est-ce que vous aviez que vous n'avez pas essayé encore? Ah non, c'était l'huile de... Ah oui, là, voilà. Donc vous êtes l'individu qui va peut-être essayer, en fait. On va complètement essayer de choses. Après, je sais que les triptans ne me vont pas. Les douleurs thoraciques. Ah oui, vous avez les effets secondaires. Ça ne marche pas. Mais moi, j'ai eu un témoignage à travers notre comptable qui a une amie qui utilise de l'huile de CBD. Elle l'achète sur Amazon, 500 mg, puis elle voit vraiment un soulagement. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était comme, ah oui, ça pourrait être une option. Mais de ce que j'ai vu de votre présentation, moi, je suis sur Aimovig, une injection. Là, je vais passer à 2 injections le mois prochain. Et on a vu comme une ressemblance avec le CRPG. Est-ce que vous pouvez déduire que si Aimovig ne fonctionne pas, alors le cannabis ne pourrait pas fonctionner
pour moi, par exemple. Donc ça, c'est une excellente question parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut prédire qui va répondre à Aimovig? Et ça, c'est une grande question. Bon, d'abord, je vais juste faire un point très clair, c'est que quand je dis des fois, il y a une rationnelle, puis il faut la preuve d'efficacité avant de conclure, ça vaut aussi pour les effets secondaires. Donc, je ne voudrais pas effrayer indûment tout le monde, de ne pas combiner. C'est juste qu'on ne le sait pas. Donc, par exemple, j'ai des patients qui sont sur Aimovig et aussi des cannabinoïdes. Est-ce qu'il y a un risque réel? Très honnêtement, je ne le sais pas. Donc, je fais juste, on va dire, je ne veux pas que ça soit un énorme drapeau rouge en flash, là. C'est juste comme une observation chimique, puis dire, ben, faut voir, OK? Donc, je ne voudrais pas vous interdire, parce que je pense que le mieux, c'est de discuter avec votre médecin qui connaît tout votre cas, mais je me sentirais mal de dire il y a contre-indication alors que j'ai aucune preuve. Tu sais, je peux pas appliquer, mes règles s'appliquent à toutes les situations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je tirerai aucune conclusion sur votre réponse parce que on est tellement dans l'obscurité encore, on ne sait pas quels sont les prédicteurs de réponse. Et si vous ne répondez pas à Aimovig, ça ne veut pas dire que on sait maintenant par ce qui arrive aux États-Unis en ce moment que certains non-répondeurs à Aimovig répondent à Emgality puis à Ajovy parce que Aimovig va sur le récepteur puis Emgality puis Ajovy vont sur le CGRP. Donc Aimovig a l'air un peu moins bien toléré puis on entend des gens qui shiftent puis qui répondent. Okay? Donc il faut être très prudent avec je pense que l'essai-erreur est valable. Puis pour ce qui est du cannabinoïde, comme je vous dis, c'est tellement compliqué. Je pense que c'est très difficile de faire des conclusions basées sur un raisonnement en ce moment. Ça serait je pense que c'est plus scientifique de l'essayer puis de l'observer comme il faut que de prendre un pour acquis. Merci beaucoup. Voilà. Je peux vous répondre à côté. Il faut terminer. Non, il faut finir. Voilà. Non, mais c'est le fun quand les gens posent des questions, c'est bien. Encore une fois, un grand merci, Dr. Leroux. C'était vraiment fascinant et informatif. Donc, un applaudissement pour terminer. Merci.